On se retrouve aujourd'hui pour la correction du sujet de pré-rentrée en prépa pour les premières années. Ce sujet te propose de revoir une bonne partie du programme de terminale et de monter un cran au-dessus dans ce que tu peux en faire. C'est l'occasion pour toi d'appliquer les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo et puis de revoir le programme de terminale globalement et surtout de monter un cran au-dessus dans ce que tu peux faire. Ce sujet se compose de 4 exercices. Un premier exercice qui revoit tout ce qu'il y a à voir sur les fonctions. Un deuxième exercice sur les nombres complexes. Le troisième exercice permet de s'entraîner principalement sur les sommes, chose qu'on ne fait pas beaucoup au lycée et qui est pourtant primordiale. Et enfin, un dernier exercice, un peu plus chaud, on va pas se le cacher, pour voir un petit peu comment tu t'en tires quand on te donne pas beaucoup d'indications, les initiatives que tu peux prendre et surtout une rédaction qui est pas évidente à maîtriser. Alors on commence tout de suite avec le premier exercice sur l'analyse réelle. C'est un premier exercice qui est purement basé sur les fonctions, qui est très complet, comme j'ai dit, du calcul de limites, de l'étude de signes, de l'interprétation graphique, de la continuité, de la convexité, de l'intégrale, bref, tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctions en terminale. C'est un exercice que j'ai récupéré du bac 2023 Tunisie, session expérimentale, donc c'est même pas ce qu'ils ont de plus hardcore en maths, c'est leur filière un peu plus soft en maths. Alors ça démarre direct avec une fonction f qu'on nous définit ici. On va tout de suite surligner pour pouvoir y revenir tranquillement. On appelle zeta sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Et la première question, il nous demande de calculer la limite de f en moins l'infini, regarder la limite de f de x sur x en moins l'infini, d'interpréter graphiquement. On commence par dire tranquillement que x plus 1 tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, et exponentielle moins x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, et x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, ça c'est évident. Donc on se retrouve avec moins l'infini fois plus l'infini, moins l'infini. Donc ici, par opération sur les limites, on peut dire que f tend vers moins l'infini en l'infini. Ok, on garde une rédaction concise, pas besoin de s'éterniser pendant 10 ans, la limite est évidente, on enchaîne. Ensuite, on nous demandait la limite de f de x sur x, donc on regarde à quoi c'est égal f de x sur x. D'abord, f de x sur x, donc là, pour pas se faire avoir, ça n'a de sens que lorsque x est non nul, donc pour tout x dans R étoile, ça nous fait x plus 1 sur x, exponentielle moins x, plus 1. Là, il y a 10 manières de l'écrire, moi je le fais comme ça, donc x plus 1 sur x, ça tend vers 1 lorsque x tend vers moins l'infini, et exponentielle moins x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, par opération sur les limites, j'ai quelque chose qui tend vers 1 fois quelque chose qui tend vers plus l'infini, plus 1. Donc par opération sur les limites, on peut dire que f de x sur x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini. Il ne nous reste plus qu'à interpréter ça graphiquement, alors il faut faire attention. Bon, f tend vers moins l'infini en moins l'infini, pas grand chose à dire sur ça tout seul. Par contre, f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini, chez ceux qui m'ont rendu leur copie, j'ai vu pas mal de confusion sur ça. Alors certains sont précipités pour me dire que ça voulait dire que la courbe de f, donc zeta, admettait la droite y égale x comme asymptote, mais pas du tout. Pour l'interpréter, ça, on peut tout simplement se dire que le rapport entre f et l'identité qui tend vers plus l'infini, ça veut dire que f tend vers l'infini beaucoup plus vite que x. Autrement dit, du coup, il ne peut pas y avoir asymptote, vu qu'elle grossit beaucoup plus vite. Ça, vous le verrez en prépa, vous direz, certains l'ont vu en terminale, mais ça, vous direz que la courbe de f en moins l'infini admet une branche parabolique de direction OY. Et voilà pour la première question. On passe à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'il nous demandait dans la deuxième question? Tout simplement de calculer la limite de f en plus l'infini et de montrer qu'elle vaut plus l'infini. Et regardons ça. F en plus l'infini, si je regarde son expression, donc elle est là.
Donc rapidement, de tête, hein, si on veut, x plus 1 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, et l'exponentielle, c'est une exponentielle décroissante, en plus l'infini, ça tend vers 0. Alors on peut tout de suite dire, sauter sur le truc pour dire que c'est une croissance comparée. Ce qui veut dire que tout ce morceau-là va tendre vers 0, puisque c'est l'exponentielle qui l'emporte, plus quelque chose qui va tendre vers plus l'infini, ça veut dire que f de x va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Je rappelle que si tu n'as pas le sujet, il reste disponible à cette adresse mail-là, si tu veux travailler le sujet et avoir la correction pour plus tard. Alors certains me diront peut-être qu'on n'a pas le droit d'utiliser les croissances comparées sous cette forme-là. Alors en terminale, oui, c'est vrai. Ce que vous avez en terminale, c'est x fois exponentielle x éventuellement, ou exponentielle x sur x, c'est celle qu'on donne, de laquelle on déduit tout le reste. Mais en prépa, vous direz tout simplement, en gros, qu'en l'infini, un polynôme fois une exponentielle, lorsqu'il y a une forme indéterminée, c'est l'exponentielle qui gagne. Ensuite, à la petite b, il était demandé montrer que la droite d d'équation y égale x est une asymptote à la courbe zeta au voisinage de plus l'infini. Ok, alors ça, vous avez peut-être pas fait en terminale une asymptote qui n'est pas horizontale ou verticale. C'est des trucs qui se déduisent directement des limites, mais c'est pas très compliqué à voir. Donc une asymptote oblique, c'est pas forcément compliqué. Vous imaginez, vous avez une fonction qui en plus l'infini vient comme ça épouser une droite, même si elle est oblique. Bon bah comment on l'interprète tout simplement? C'est juste le fait que l'écart entre notre courbe et la droite diminue à l'infini. Autrement dit, la différence tend vers 0. Donc pour cette question-là, on a juste à dire qu'on regarde f de x moins x. Donc ça, c'est tout simplement x plus 1 exponentielle moins x, pour tout x dans R. Et regardez maintenant la limite de ça. Exponentielle moins x, c'est exactement la même limite qu'on a donnée tout à l'heure par croissance comparée. On a juste à dire que ça tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, par croissance comparée, ou d'après ce qui précède, puisque moi je l'ai déjà dit avant de cette manière-là. Donc on peut dire que la droite d d'équation y égale x est asymptote à la courbe, tout simplement, zeta, au voisinage de plus l'infini. Ensuite, à la question 2c, il nous demande d'étudier la position relative de zeta et de la droite d. Donc, en gros, zeta c'est la courbe de f, d c'est la droite d'équation y égale x. Bon, bah c'est exactement l'expression qu'on vient de regarder. Donc, on dit pour tout x dans R, étudions le signe de f de x moins x. Pour ça, rien de plus simple. On a dit qu'f de x moins x, un peu plus haut, que c'était juste x plus 1 exponentielle moins x, l'exponentielle étant positive. Ça, c'est juste du signe de x plus 1. On peut donc tout de suite balancer le signe de x plus 1, parce que ça, c'est trivial, c'est le signe d'une fonction affine. Et si on ne veut pas faire de phrase à rallonge, on peut en profiter pour faire apparaître dans le tableau la position relative de zeta par rapport à d. Ce qui nous amène à la partie 2 de l'exercice 1. Donc, voilà ce qu'ils nous disent. Dans la figure 2 de l'annexe, gamma est la courbe de la fonction f'. Donc, on n'a pas vu l'annexe jusque-là. Le voici. Donc, on a ici gamma qui est la courbe de f'. Ils nous disent, on voit qu'ils nous donnent une tangente qui a l'air horizontale au point d'abscisse 1, 1 moins 1 sur e. Ok. Et donc, ensuite, ils nous demandent, question 1, petit a, en utilisant le graphique, justifier que f est strictement croissante sur R. Donc là, a priori, pas grand-chose de compliqué, vu que il suffit de montrer que f' est strictement positive. Mais il y a un petit piège ici. On nous dit que la courbe gamma admet une unique tangente horizontale au point grand F. Alors pour justifier proprement le fait que f' est strictement positive, donc ici on pourrait imaginer que on se fasse piéger, qu'on a la courbe que jusqu'à à peu près 7, là on voit sur l'annexe, mais que plus tard, la courbe elle décide de replonger et de devenir négative. Bah, ça, rien ne nous l'assure a priori, vu que la courbe s'arrête vers 7. Mais justement, c'est là où on va utiliser cette hypothèse d'unicité de la tangente horizontale. Bon bah,
Qu'est-ce qui se passe si jamais ma fonction se met à décroître tout d'un coup comme ça pour passer chez les négatifs? Eh bien, ça va l'obliger ici à avoir une nouvelle tangente horizontale. Et oui, changement de variation implique, pour une fonction dérivable, existence d'une tangente horizontale. Or, on sait qu'il y en a une. Donc cette configuration ici n'est pas possible. Donc c'est ça qu'on va vouloir rédiger pour justifier proprement, vraiment rigoureusement, que f' est strictement positive et donc sur R, et donc que f est strictement croissante sur R. Et le raisonnement est évidemment exactement le même pour ici. On pourrait s'imaginer que bien plus loin, la fonction se mette à plonger vers les négatifs ici. Mais ça impliquerait d'avoir d'autres tangentes horizontales, ce qui n'est pas possible d'après l'énoncé. Pour mettre ça en forme, on va tout simplement dire que de moins 1 jusqu'à 1, d'après l'annexe, la fonction est strictement décroissante et positive, strictement. Et de 1 jusqu'à 6, elle est strictement croissante. Donc ça va nous assurer que, eh bien, elle ne peut pas changer de variation sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc elle va rester strictement positive. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien, elle va être obligée de rester strictement croissante, puisqu'elle ne peut pas changer de variation, et donc elle va rester positive. Et donc globalement, sur R, on n'aura que f' est strictement positive. Donc voilà comment le dire. On peut dire que sur moins 1, f' est décroissante et strictement positive. Sur l'intervalle 1, 6, f' est croissante et strictement positive, mais ça, c'est pas obligé puisque c'est une conséquence de ce qui précède. Ensuite, bon, bah, il n'y a plus qu'à dire que en dehors de ces intervalles-là, f' ne peut pas changer de variation à cause du fait qu'elle n'a qu'une tangente horizontale sur R. Que f ne change pas de variation en dehors de ces intervalles. Ainsi, f' atteint son minimum en 1, qui vaut 1 moins 1 sur e, qui est strictement positive, donc f' strictement positive sur R. Et f est donc strictement croissante sur R. On passe donc à la question petit b, dresser le tableau de variation de f. Ok. Bon, bah, f est strictement croissante sur R, hein, on vient de le dire. Question assez bateau. On fait le tableau de variation et on enchaîne. Bon, voilà le tableau de variation. On peut rajouter les limites qu'on a trouvées aux questions précédentes. On avait dit moins l'infini plus l'infini. Ok, donc cette question, elle peut paraître inutile, mais quand on lit la suite, on comprend tout de suite en quoi ça nous aide. Donc la question petit c, c'est montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans R une unique solution alpha. Utilisation classique du théorème des valeurs intermédiaires, donc là, pas de difficulté, il faut juste bien le rédiger et on n'aura pas de souci. Donc il faut montrer que f s'annule une seule fois sur R. Bon, bah, avec le tableau de variation qu'on a juste au-dessus, on comprend. On tend vers moins l'infini, on tend vers plus l'infini, on est strictement croissant, on est continu. Donc, par le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ça nous donne un unique point d'annulation. Il nous demandait également de vérifier que alpha est compris entre moins 0,7 et moins 0,6. Bon, pour ça, vous tapez la calculatrice, vous faites f de moins 0,7, f de moins 0,6. Vous regardez que les images sont bien de signes opposés et vous avez votre encadrement. Alors on passe à la question de A, on nous dit soit f seconde la fonction dérivée seconde de f, utilisez le graphique pour déterminer f seconde de 1 et le signe de f' de x. F seconde de 1, qu'est-ce que c'est? Bon bah, f seconde, c'est la dérivée de f', et ça tombe bien, nous on a la courbe de f'. Et puis, bon bah, f seconde de 1, ne jamais oublier la définition de la dérivée version graphique, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 ici. Ok, bon bah ça tombe bien, c'est la seule tangente qui nous est donnée. On va pouvoir dire que comme cette tangente est horizontale, son coefficient directeur vaut 0, et donc f seconde de 1 vaut 0. N'oublions pas qu'il nous demandait également dans le sujet le signe de f seconde de x. Bon bah pour le signe de f seconde, on va ça, c'est lié aux variations de f'. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a justifié que de moins l'infini jusqu'à 1, f' était décroissante, et que de 1 jusqu'à plus l'infini, f' était croissante, et voilà qui nous donne le signe de f seconde. Et tant qu'on y est, pourquoi pas, maintenant qu'on a le signe de f seconde, on peut donner la convexité.
de f. Donc, lorsque f seconde est négative, on a que f est concave. Et lorsque f seconde est positive, on a qu'elle est convexe. Et on va voir que ça se met très très bien avec la question d'après, puisque à la question B, on nous dit soit E le point de coordonnées 1, f de 1, et il faut montrer que E est un point d'inflexion. Bon bah là, c'est donné. On a le signe de f seconde, on en a profité pour faire la convexité de f, on a juste à dire que comme f change de convexité au point d'abscisse 1, ça veut dire que le point de coordonnées 1, f de 1, est un point d'inflexion. Et voilà. On passe à la question 3. Donc, on nous dit, soit t la tangente AZ au point E, petit a montrer qu'une équation de t est y égale 1 moins 1 sur E, x plus 3 sur E. Bon là, je vous épargne le truc pénible du calcul de l'équation de la tangente. On rappelle juste la formule, au cas où il y en a qui l'ont oublié et qui regardent cette vidéo, de l'équation de la tangente. Et après, ils pourront faire les calculs eux-mêmes. Ensuite, on nous demande à la B de simplement vérifier que G appartient à la droite T. Bon, rien de bien compliqué maintenant qu'on a l'équation. On remplace. On peut remplacer le x par 3, vérifier, on fait ce calcul, on vérifie qu'on retombe bien sur 3, et pas de souci non plus. Par contre, la C, on nous demande de justifier que OF est un vecteur directeur de T. Alors, pour vérifier que OF est un vecteur directeur de la droite T, bon bah, O et F, c'est des points dont on a les coordonnées, c'est pas très compliqué. OF, ces coordonnées, on peut les donner directement. Bon bah, O, c'est l'origine, hein, donc ça a les mêmes coordonnées que F, donc c'est 1, 1 moins 1 sur E. Donc ça, F, c'était donné un peu plus haut, ici. Donc maintenant qu'on a les coordonnées de OF, vérifier que c'est un point direct, c'est un vecteur directeur, pardon, de la droite T, c'est pas très compliqué, puisque on va pouvoir dire, on va faire un petit rappel, dans le cas général, si j'ai une droite D d'équation y égale ax plus b, alors je peux dire que le vecteur u de coordonnées 1, a est un vecteur directeur de D. Oui, tu as appris ça il y a longtemps, que si tu avais une droite ici, qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur? Bah, pour tracer la droite, tu peux te décaler de 1 et monter d'autant que ton coefficient directeur. Ok, donc ça veut dire que le vecteur qui est ici, ou bien tu peux le voir aussi comme il faut que le ratio entre l'ordonnée du vecteur et l'abscisse te donne le coefficient directeur. C'est le principe de la pente. Ici, on a juste à dire que le coefficient directeur de t, c'est 1 moins 1 sur e, et OF a pour coordonnée 1, 1 moins 1 sur e. Donc, OF est un vecteur directeur de t. Ici, on se doute que l'énoncé voulait nous faire faire autrement, puisqu'il nous a fait déterminer un point G qui appartient à la droite, puis on sait que c'est la tangente passant par E, donc on aurait pu faire le vecteur EG, montrer qu'il est collinéaire à EF, donc c'est bien un vecteur directeur. Bon voilà, juste pour vous montrer qu'on peut aller un petit peu plus vite sur ce genre de questions. Donc dans la question suivante, petit d, donc dernière question de la 3, construire dans la figure 2 la tangente T, puis placer le point E. Bon ben là, on nous a donné un vecteur directeur, on nous a donné un point par lequel doit passer la tangente, qui est à coordonnées entières. C'est un peu plus manipulable que le point E avec des coordonnées qui sont pas du tout évidentes. Donc on a juste à placer le point G de coordonnées 3, 3. Donc ça, c'est par ici. Et à faire un vecteur directeur OF qui est ici. Il est là. Et puis moi, je vais utiliser la magie de l'informatique pour faire ça comme ça. Toi, tu peux pas faire ça sur ta feuille. Et donc voici ma droite T. Donc c'est une tangente. N'oublions pas que ça doit être une tangente de zeta. Question 4, vérifier que le point J de coordonnées 0, 1 appartient à zeta inter gamma. Donc, appartenir à zeta inter gamma, à l'intersection, ça veut juste dire qu'on appartient à la fois à zeta et à gamma. Donc, il faut vérifier qu'on appartient bien à la courbe de f, puis à la courbe de f'.
Donc ça, c'est voir annexe. Et question 4, petit a. Donc rappelons que pour que J appartienne à zeta, il faut que f de 0 soit égal à 1. Car J est de coordonnées 0, 1. Donc ça, c'est ce qu'on doit montrer. Non, c'est nul. Je ne vais pas faire ça. Donc les coordonnées de J sont 0 et 1. Pour montrer que ça appartient bien à la courbe zeta, il faut vérifier que f de 0 est égal à 1. Donc on y va. F de 0, c'est égal à... On revient à ce que c'est que f. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Donc pas ici. Ok. Donc f, c'est cette expression-là. On remplace x par 0 et ça doit faire 1. X plus 1 exponentielle moins x plus x. Autrement dit, 0 plus 1 exponentielle moins 0 plus 0. Et ça fait 1 fois 1 plus 0, donc 1. Et là, on peut en conclure que ainsi, J appartient à zeta. Je vous épargne la suite. Pour calculer f', vous faites f' de 0, blablabla, vous arrivez à 1 et vous dites ainsi J appartient à gamma, et donc J appartient bien à zeta inter gamma. Et là, on arrive au bout de cette longue étude de fonctions, puisque maintenant, c'est le moment d'enfin tracer la courbe de zeta. Alors, point méthode. Pour faire tout ça, on a fait des tas de choses depuis tout à l'heure, et c'est vite arrivé d'oublier des infos et de faire une courbe qui ne ressemble pas du tout à la vraie courbe. Alors, on va y aller à l'envers. Ici, on nous dit que J appartient à zeta intergamma. C'est une info importante. On a la tangente T. Ça, c'est la tangente à zeta au point E. On a un point d'inflexion. Ensuite, donc tout ça, c'était juste pour avoir un point d'inflexion ici. On a un point d'annulation, alpha. Donc ça va correspondre à une intersection avec l'axe des abscisses. Évidemment, on a les variations de f. Ensuite, on a une position relative de zeta et de la droite d, d étant la droite y égale x. Et en plus, la même droite d est asymptote à zeta au voisinage de plus l'infini. Et puis la droite d, ils nous ont pas mâché le travail là-dessus. C'est à nous de prendre l'initiative et de la tracer pour pouvoir respecter ces informations-là. On a en plus les limites de f en plus et moins l'infini. Et on a cette dernière info ici. Donc ça, pour la branche parabolique, moi je vous en veux pas si vous connaissez pas, mais si vous avez loupé celle-là, il est nécessaire quand même que vous ayez respecté le reste. Donc ça commence à en faire, hein, ça fait un paquet d'infos à respecter pour tracer la droite zeta. La courbe zeta. Donc première chose, on a dit, chose qu'ils ne nous ont pas fait faire, c'est de tracer la droite y égale x. Donc on va faire ça tout de suite. Donc ça vient par là à peu près. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'ordre? On a que, eh bien, les limites de f en moins l'infini en plus l'infini, ok. On a une asymptote à zeta au voisinage de plus l'infini. Ok. Donc on peut commencer par là. On sait déjà
qu'on va avoir quelque chose qui va faire donc pour le côté asymptote, on sait déjà qu'on va avoir quelque chose qui va faire comme ça. Ensuite, on va placer le point alpha, qui est par ici. On a le point J de coordonnées 0, 1, c'est-à-dire qu'on sait que F passe par le point qui est juste ici, J. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a le point E à placer. On sait que E, c'est un point d'inflexion, mais pour l'instant, ses coordonnées, c'est 1, F de 1. On pourrait calculer F de 1 pour avoir une approximation des coordonnées, mais moi je suggère plutôt d'utiliser le fait qu'on a déjà tracé la tangente T, et puis on a l'abscisse de E, donc on va pouvoir placer tout simplement E sur la droite, il est par là. On a placé tout ce qu'il y avait à placer, maintenant il est temps de respecter toutes les infos qu'on avait pour tracer la courbe zeta. Donc je sais que j'arrive de moins l'infini. Il faut que je respecte aussi la position relative de zeta par rapport à la droite D, qui est celle-ci. On avait vu tout à l'heure que jusqu'en moins 1, eh bien, j'étais en dessous. Et à partir de moins 1, je passe au-dessus de la droite D. Donc si on récapitule toutes les informations à vérifier, il faut que j'arrive de moins l'infini de manière croissante, que je passe au-dessus de la droite D par là, que je reste concave jusqu'à E, où je suis tangent. Ensuite, je deviens convexe, en étant toujours strictement croissant, et ensuite asymptote à la droite Y égale X. Donc ça doit faire quelque chose de ce style-là. Hop. Ici, je dois passer par le point J aussi. Donc ici, on a un point d'inflexion, donc je deviens convexe. Et ensuite, je viens épouser la droite D, parce qu'on a dit que la droite D était asymptote au voisinage de plus l'infini à zeta. Beaucoup d'infos à gérer, pas super simple, mais si on s'organise bien et qu'on place tout ce dont on a besoin sur la courbe et qu'on ne la trace pas tout de suite pour pas avoir à effacer et à recommencer. On passe à la dernière question, la question 5. On doit calculer une aire. Donc A, l'aire en unité d'aire, donc une vraie aire entre guillemets, pas algébrique, hein, de la partie du plan limitée par l'axe des ordonnées, la droite d'équation x égale moins 1 et les courbes zeta et gamma. On se retrouve sur l'annexe pour visualiser tout de suite cette aire. Donc ils nous ont dit la courbe gamma, la courbe zeta, la droite d'équation x égale moins 1 et la droite d'équation x égale 0, autrement dit l'axe des ordonnées. Donc ça va nous donner quelque chose de ce style. Gamma et zeta se croisent en J, donc finalement, mon aire, c'est l'aire qui est ici. Alors pour l'instant, dans la petite a, il nous demande simplement de montrer cette égalité-là. Donc un simple calcul d'intégrale. Alors je dis simple, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Hein. Intégrale de x plus 1 exponentielle moins x dx. Bon bah là, il y a plusieurs manières de faire. Alors pour ce calcul d'intégrale, le réflexe de base qu'il faut avoir, c'est l'intégration par partie. Mais moi, je vais vous montrer une autre méthode plutôt que de juste vous faire une application de cours qui va vous être utile en prépa, et le plus tôt vous la verrez, mieux vous la maîtriserez. Alors, c'est un peu plus fort que juste faire une intégration par partie, parce que je vais vous montrer comment on peut carrément déterminer une primitive de cette fonction. Alors ça, c'est une méthode que vous allez voir surtout dans le chapitre sur les équations différentielles. Alors la méthode consiste à remarquer que quand on a une fonction du type polynôme fois exponentielle, eh bien quand on dérive ce type de fonction, elle garde la même tête. Autrement dit, ça reste un polynôme fois une exponentielle et le polynôme reste inchangé en degrés. On va chercher donc une primitive de la forme ax plus b facteur d'exponentielle moins x de notre fonction x plus 1 exponentielle moins x. Donc je vais appeler cette primitive grand F. Je me donne un x dans R, et puis je vais traduire le fait que grand F doit être une primitive de ça. Donc si je dérive grand F
donc qui est évidemment dérivable comme produit de fonction dérivable, eh bien ça va me donner a exponentielle moins x, je dérive ça comme un produit, moins ax plus b exponentielle moins x. C'est-à-dire, je peux réécrire ça sous la forme moins ax plus b. Je peux réécrire ça sous la forme moins ax moins b plus a exponentielle moins x. Donc ça garde bien la même forme. On a un polynôme de degré 1 fois exponentielle moins x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à identifier avec ce que nous, on est censé avoir, c'est-à-dire x plus 1 exponentielle moins x. Eh bien, on a que moins a doit être égal à 1, et puis on a que moins b plus a doit être égal à 1 aussi. Ce qui nous donne donc a égale moins 1, et b est égal à moins 2. Et donc on a carrément une primitive, ainsi la fonction grand f qui a x associé, donc moins x moins 2 exponentielle moins x, et une primitive de la fonction qui a x associé x plus 1 exponentielle moins x. Et donc maintenant on peut calculer notre intégrale à l'aise, l'intégrale de moins 1 à 0 de x plus 1 exponentielle moins x dx. C'est donc égal à grand F de 0 moins grand F de moins 1. Et la valeur de grand F en 0, ça va nous faire moins 2, moins la valeur en moins 1, donc moins 1, 1, moins 2, moins 1, exponentielle, moins 1, donc 1, donc moins e, donc plus e, ce qui nous donne donc bien le e moins 2 qu'on voulait. Tu vas certainement me dire qu'on n'a pas gagné beaucoup de temps par rapport à une intégration par partie, voire même ça a pris plus de temps qu'une intégration par partie, clairement. Mais l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle marche quel que soit le degré du polynôme que tu as en facteur d'exponentielle moins x. Si tu avais x cube plus 1 exponentielle moins x, ça t'obligerait à avoir 3 intégrations par partie à faire, ce qui est vachement long. Et donc cette méthode-là, elle commence à être vraiment efficace. Je pense à partir du degré 2, déjà, tu es gagnant sur 2 intégrations par partie. Là, c'est une méthode que tu vas devoir maîtriser, et surtout, elle fait plus que l'intégration par partie, parce que l'intégration par partie te permet de calculer l'intégrale, alors que là, tu trouves carrément une primitive. Et donc maintenant, dernière question, on nous demande d'en déduire l'air, enfin, ils ne disent pas en déduire, mais il faut lire en déduire, calculer l'air grand A. Donc on a dit que l'air grand A était délimité entre la courbe de f' et la courbe de f. Et bien ça, comme on voit graphiquement que sur l'intervalle moins 1, 0, c'est f' qui est au-dessus de f, gamma est au-dessus de zeta, et bien on va commencer par dire ça pour justifier que a est égal à juste l'intégrale de f' moins f. Donc on dit sur moins 1, 0, f' est supérieur à f, donc l'air a est égal à l'intégrale de moins 1 à 0 de f' de x moins f de x dx. On va réagir tout de suite à ça. On va évidemment sauter sur le fait qu'on a une intégrale de f', et puis que f', une primitive de ça, c'est tout donné, c'est juste f. Donc on dit que c'est l'intégrale de moins 1 à 0 par linéarité de f' de x dx, moins l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx. Ça, je vais tout de suite pouvoir dire que c'est égal à eh bien, f de 0 moins f de moins 1. J'ai vu dans les copies que certains avaient loupé ça et s'étaient embarqués dans des calculs abominables. Moins l'intégrale donc de f, on peut remplacer f, donc c'était x plus 1 exponentielle moins x plus x dx. La valeur de f en 0, donc ça nous fait 1, moins la valeur de f en moins 1, donc on a cette partie-là qui s'annule, on a juste le x qui vaut moins 1, donc moins 1, plus 1. Moins, et là, on va évidemment réutiliser la question précédente en disant que on va
séparer les deux intégrales. On a l'intégrale de moins 1 à 0 de x plus 1 exponentielle moins x ici. Alors je vais enlever ma parenthèse pour pas me surcharger pour rien, moins l'intégrale de moins 1 à 0 x dx. Ça me donne donc 2 moins e moins 2 moins, donc ça on peut faire une petite primitive, mais moi j'aime pas faire des calculs pour rien. Je me dis que ça, donc la fonction qui a x associe juste x, et bien de moins 1 à 0, c'est juste l'aire qui est ici, l'aire algébrique. Et donc ça c'est un demi-carré, donc c'est moins 1, donc l'aire vaut tout simplement moins 1,5, donc moins 1,5, ça me fait plus 1,5. Et voilà, notre réponse finale, 9,5 moins e. Et c'est la fin de l'exercice 1. Qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice? Moi, je l'ai trouvé vachement complet, ça c'est la première chose, c'est son avantage, c'est qu'il permet de réviser tout ce qu'il y a à réviser sur le programme du lycée des fonctions. Ensuite, il y avait des choses assez délicates, comme tracer la courbe, des choses comme ça, des petits pièges par-ci par-là. J'espère que ça a été assez clair, parce que moi je ne suis pas très habitué à faire des corrections en direct comme ça sur tablette. Le sujet reste disponible hein, à l'adresse mail qui s'affiche ici pour ceux qui voudraient le sujet et qui ne l'ont pas encore. Hein, mais si vous avez regardé la solution avant d'avoir fait le sujet, ça ne sert pas à grand chose. Bon voilà pour cet exercice sur les fonctions, j'espère qu'il t'a challengé un petit peu, qu'il t'a réussi en tout cas à te faire réviser la globalité du programme sur les fonctions. Nous on se retrouve la prochaine fois pour un exercice sur les complexes. Mets un like, sonne la cloche et abonne-toi si tu veux pas la louper. D'ici là, moi je te dis bon courage, bonne rentrée et à la prochaine.